Cette scène de Marivaux est la scène d'exposition de l'île des esclaves de Marivaux. Marivaux a écrit de nombreuses comédies. On les classe en général comme soit des comédies sentimentales, soit comme des comédies à finalité sociale ou à tonalité sociale. L'île des esclaves fait plutôt partie de ces pièces à tonalité sociale. C'est une pièce assez brève en un seul acte et nous sommes donc au début de cette pièce. Cette pièce a été jouée pour la première fois en 1725 par les comédiens italiens et elle relève d'un certain point de vue, comme beaucoup de comédies de Marivaux, de la comédie du genre qu'on nomme la comédie de Valais, qui est l'héritière de la comédie latine, avec le personnage du Servus Dolorosus, l'esclave roué, mais aussi de la tradition italienne. C'est important parce que ce sont des comédiens italiens d'origine italienne qui ont joué pour la première fois cette pièce. Et donc dans ces comédies italiennes, dans la Commedia dell'arte, il y avait ce qu'on appelle les Ani, donc ces valets aussi rusés que l'étaient les Servus Dolorosus. Et l'un des personnages, ici le personnage du valet dans l'île des esclaves, s'appelle en l'occurrence Arlequin, qui est le nom d'un personnage de la Commedia dell'arte. Alors on va se demander si du coup cette comédie, d'après ce qu'on va lire dans cette scène d'exposition, est une comédie de valet traditionnelle, où le valet cherche avant tout à se moquer, à tromper son maître, voire à lui soutirer de l'argent, ou est-ce que dans la mesure où c'est une comédie du XVIIIe siècle, même du début du XVIIIe siècle, donc du siècle des Lumières, est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension, une dimension plus sociale, voire politique, dans cette pièce? Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à retrouver les éléments essentiels qu'on a en général dans une scène d'exposition, vu que c'est ce que nous avons devant nous. Si on regarde la didascalie initiale, on voit que la situation des personnages se situe dans une île, l'île des esclaves, qui pour l'instant, même si on a son nom, reste énigmatique. Donc on a un décor qu'on imagine avec la mer, des rochers, quelques arbres et des maisons, nous dit-on, dans la didascalie initiale, ce qui veut dire que sans doute cette île est habitée. Euh, Ensuite, dans les premiers dialogues, on comprend que les personnages sont seuls, nous dit-on, échappés d'un naufrage. Donc c'est une scène plutôt une scène qui démarre de manière plutôt dramatique. On nous dit que leurs amis ont peut-être péri, tous nos amis ont péri, nous dit-on dans la première réplique. Ils sont noyés, nous dit-on dans la seconde réplique. Euh, et donc les personnages se retrouvent donc seuls euh, après avoir échappé à ce naufrage et donc dans une situation particulièrement dramatique et compliquée. Avec en plus cette notion d'insularité ici. Les personnages se retrouvent dans un espace un peu particulier qui est celui d'une île qui n'est pas certes déserte mais un peu comme nombre de naufragés qu'on retrouve dans de nombreux romans au XVIIIe siècle, et on peut penser par exemple au Robinson Crusoe de Daniel Defoe, qui a été publié en 1719, donc quelques années seulement avant l'île des esclaves. Euh, alors, donc voilà pour la situation géographique. Ce qui nous trouble un petit peu dans cette situation, néanmoins dans cette situation à la fois géographique et dans le temps, c'est que ici, certains noms, les noms des personnages, par exemple comme celui d'Iphicrate, nous font penser à l'Antiquité grecque. On nous dit, c'est Iphicrate à la quatrième ou cinquième réplique, nous dit je ne reverrai jamais Athènes, donc toujours dans cet espace grec. Alors Iphicrate, qui est le nom du personnage, du maître là en l'occurrence, veut dire, Iphi veut dire puissance, kratein veut dire commander, donc son nom c'est un peu le maître autoritaire ou quelque chose comme ça.
Et donc, comme on ne sait pas très bien où nous en sommes, hein, parce que, alors là, on a des personnages grecs, mais Harlequin est un personnage qui vient du théâtre italien, de la Renaissance, on va dire en gros, jusqu'au XVIIIe, et donc on n'est pas du tout dans la même sphère culturelle et géographique qu'Iphicrate. Plus loin dans la pièce, les personnages ont l'air un peu de galants du XVIIIe siècle, donc il y a un espace-temps qui est un peu énigmatique, un peu étrange, euh, un peu fictif pour le coup. C'est-il à quelque chose d'une île imaginaire, d'une île qui n'existe pas, d'une utopie, on le verra dans une troisième partie. Euh, et ce qu'on apprend donc pour l'intrigue, c'est ici Iphicrate qui va le dire dans l'une de ses répliques. Hein. Harlequin lui demande qu'est-ce que c'est que cette race-là, et Iphicrate lui répond ce sont donc des esclaves révoltés, et donc il va lui expliquer que c'est une île où on a inversé les rôles, où les esclaves deviennent les maîtres et où les maîtres deviennent des esclaves. Donc pour le coup, un espace politique utopique, un espace social utopique dans une île qui est un lieu clos, insulaire, et voilà pour la situation de cette scène d'exposition. Alors, dans un deuxième temps, on va voir, on en parlait dans l'introduction, qu'il s'agit aussi d'une scène de comédie. Alors, la relation maître-valet dans toute scène de comédie est quelque chose d'assez traditionnel. Alors, ici, on a un maître, Iphicrate, qui se veut extrêmement autoritaire. Hein, si on regarde rapidement au fil du dialogue, euh, Iphicrate cherche à mobiliser son valet, ne perdons point de temps, lui dit-il, suis-moi, lui dit-il. Il va plus loin le maltraiter un petit peu verbalement, esclave insolent, misérable, dit-il un peu plus loin. Et à l'inverse, donc malgré l'utilisation de ces verbes à l'impératif chez le maître, de ces insultes quelque part, on va voir que le Harlequin, lui, réagit comme réagit en général un valet, ici complètement en décalage avec le drame que semble vivre Iphicrate. Et lui, au contraire, siffle. Alors, on le voit dans les didascalies, hein, un peu plus loin, il va siffler, il est distrait, il chante, il rit. Euh, on le voit aussi dans son dialogue. Euh, il semble totalement détaché du drame qui vient d'arriver. Hein. Il nous dit hélas, ils sont noyés de manière un peu ironique. Euh, ensuite, euh, il n'a pas l'air très pressé. Hein. Alors, il y a une scène où on le voit, il prend une bouteille qu'il a sauvée du naufrage et il préfère prendre le temps de boire plutôt que de chercher s'il y a d'autres rescapés. Euh, et donc il y a un vrai décalage. On est dans une comédie ici, dans un comique que je dirais un comique de situation. Euh, je m'explique, c'est-à-dire qu'on a une situation qui semble essentiellement dramatique. Hein. Ils sont naufragés et pour le coup, Iphicrate joue parfaitement là, cette tonalité du drame. À l'inverse, Harlequin réagit complètement à contrario de ce qui se passe. Lui a l'air nonchalant, ne s'en soucie pas, rigole. Et donc c'est cette situation-là, ce décalage entre la réaction d'Harlequin et la réaction d'Iphicrate, le décalage entre la réaction d'Harlequin et cette situation dramatique sur lequel repose une bonne partie du comique au départ qu'on retrouve ici dans cette scène d'exposition. Euh, on le voit hein, d'ailleurs, ici c'est Iphicrate lui-même qui va définir ce qu'est un valet de comédie, hein, lorsqu'il va dire, avec une aparté, hein, on le retrouve ici, Iphicrate, à part les premiers mots, dit-il, hein, Harlequin a ri juste auparavant, il dit donc en aparté, le coquin abuse de ma situation. Le coquin est exactement le terme qui pourrait être adéquat pour qualifier un valet de comédie en général et le comportement d'Harlequin ici dans cette comédie. On a des dialogues, on pourrait dire aussi qu'on a des dialogues vifs, on a des personnages qui sont vifs aussi, avec pas mal de didascalies. Il y a alors, évidemment un décalage entre l'air de gaieté d'Harlequin qui rigole, chante, donc qui chante même en badinant, nous dit-on, hein, lorsqu'il fait ces quelques vers chantés, et le décalage avec cette situation dramatique.
Voilà pour l'aspect comédie. Alors pour terminer, on va voir que c'est tout de même une comédie d'un type particulier. Je le disais en introduction, nous sommes dans une comédie du XVIIIe siècle, et à l'instar d'autres œuvres du siècle des Lumières, c'est une œuvre qui ne va pas se contenter de faire rire. Certes, c'est une comédie de ballet, mais à la fois la situation de départ, c'est-à-dire cette situation de naufrage et d'insularité, euh, la situation politique de cette île où on inverse le rapport entre maître et valet, euh, il y a quelque chose donc de l'utopie ici, de la dystopie pour Iphicrate, on pourrait dire, euh, qui donne une couleur plus sociale peut-être, voire plus politique à cette comédie. Euh, D'un côté, donc, on l'avait dit, hein, Iphicrate est complètement perdu, se sent, et il est dans le drame du naufrage, mais rapidement, on voit qu'il se sent en danger en tant que maître dans cette île. Hein. Il nous dit que je suis en danger de perdre la liberté et peut-être la vie. Et on comprend rapidement à l'explication qu'il nous donne que politiquement, lui qui était le maître en dehors de cette île, dans cet espace bien particulier de cette île, dans cette utopie, c'est lui qui se retrouve en position de faiblesse face à ces anciens esclaves révoltés. Tout se trouve du coup inversé. Arlequin comprend vite la situation aussi, hein, et commence par en rire, par s'en moquer. Euh, donc ça, c'est notre point de départ. Hein. Considérons aussi que sans doute si Marivaux a situé sa pièce dans une sorte de Grèce antique, en nous parlant d'Athènes, c'est sans doute aussi que l'utopie, c'est quelque chose qui revient, qui existe déjà, qui a été créé dans l'Antiquité grecque, puis fort développé à la Renaissance avec l'Utopia de Thomas More, par exemple, qui est aussi, alors qui n'est pas une île, mais une cité qui est cernée par des cours d'eau. Hein. Une utopie, donc c'est un monde social et politique où les rapports sont modifiés, transformés positivement, où il y a plus de justice, peut-être plus d'éducation, des rapports sociaux, politiques plus pacifiés. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi, on va terminer aussi notre explication là-dessus, c'est qu'il y a tout de même une dernière tirade qui est assez particulière. Si on regarde bien la dernière tirade d'Arlequin, qui prend une dimension assez particulière. Euh, euh, Dans cette tirade, on nous dit d'abord par la didascalie qu'il se recule, ça veut dire qu'on peut imaginer que le personnage qui était un peu nonchalant prend une attitude différente physiquement. On nous dit qu'il va parler d'un air sérieux. Et il y a quelque chose dans cette dernière tirade euh, qui a quelque chose d'un Arlequin philosophe tout à coup. Hein. Il commence par exposer la situation, hein, en rappelant à Iphicrate qu'il a été son esclave, pour la honte d'Iphicrate pour le coup. Hein. Alors on a cette phrase assez longue avec 5 propositions, je l'ai été, je le confesse à ta honte, mais va, je te le pardonne. Donc on a 4 propositions qui sont juxtaposées, mais va, qui concède quelque chose qui est une proposition qui est coordonnée par le mais ici. Ensuite, on a une phrase les hommes ne valent rien, qui est une phrase aux présentes généralités, presque sentencieuse, presque philosophique, hein. Peut-être une référence à la philosophie de Hobbes, hein, qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Il y a quelque chose dans l'idée générale que l'histoire montrerait qui fait que l'homme est fondamentalement mauvais, nous dit Arlequin. Puis il expose un peu sa situation politique. Il parle de ses camarades pour parler de ceux qui sont comme lui, ses esclaves. On a une tirade qui est organisée avec beaucoup de connecteurs logiques, hein, parce que si aussi. Euh, il expose ensuite cette idée que tu vas trouver ici plus fort que toi, on va te faire esclave à ton tour, et on l'a dit auparavant, parce que tu étais le plus fort, c'est pour ça que c'était juste. Hein. Il y a comme une réflexion sur la justice et l'origine de la justice qui serait ici le droit du plus fort, pour le coup, qui ne serait justifié que par la puissance de l'un ou de l'autre. Euh,
Et cette tirade, elle se termine par l'idée, on pourrait dire que quand tu auras souffert, dit-il, tu seras plus raisonnable, tu sauras mieux ce qui est permis de faire souffrir aux autres. On comprend ici que cette île des esclaves, c'est avant tout une expérimentation, mais une expérimentation momentanée. C'est-à-dire que ici, Iphicrate va faire l'expérience d'être esclave, d'être opprimé. Néanmoins, si on lit la fin de la pièce, on va voir qu'au final, il va retrouver tous ses droits, Iphicrate. C'est pas vraiment je dirais pour terminer que c'est pas vraiment une pièce une pièce révolutionnaire. Euh, c'est une pièce à finalité plutôt morale, c'est-à-dire c'est comme si c'était une histoire, une fiction, donc une utopie, on le dit, dans laquelle le maître expérimentait la situation de l'esclave, mais au final, chacun va se réconcilier. Arlequin redeviendra l'esclave, Iphicrate redeviendra le maître, à partir du moment où Iphicrate aura compris à quel point il a pu faire souffrir Arlequin et sera un maître, on va dire, plus éclairé, plus raisonnable. De ce point de vue, on est pleinement dans une comédie du siècle des Lumières, au sens où Iphicrate va devenir un maître plus éclairé, mais on n'est pas dans une comédie révolutionnaire où définitivement on aurait transformé les rapports sociaux, aboli, comme le fera la Révolution française, les privilèges des nobles et des maîtres ici. On est plutôt dans une sorte de fable morale qui se termine bien.